Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo le calcul des indices de prix et de volume en comptabilité nationale. L'un des objectifs principaux de la comptabilité nationale est la mesure de la croissance de l'activité économique. Mais, pour réaliser cet objectif, elle se trouve confrontée à un problème majeur. Toutes ces données sont exprimées en valeur monétaire, c'est-à-dire mesurées à partir d'un étalon de mesure dont la valeur ne reste pas stable avec le temps. Tous les pays ont connu suffisamment de périodes d'inflation pour savoir que la monnaie se déprécie parfois d'une manière dramatique. Si la monnaie n'est pas un bon étalon de valeur, comment mesurer la croissance? C'est un problème qui a longtemps préoccupé les économistes et qui suscite encore de nos jours de nombreux débats, car il s'agit d'un sujet particulièrement sensible. S'il n'y avait qu'un produit, par exemple le blé, la situation serait relativement simple. Pour mesurer la croissance de la production, il suffirait de suivre l'évolution des quantités produites. Mais, malheureusement pour le comptable national, l'économie comporte plus d'un produit. Supposons donc que l'économie produise non seulement du blé, mais aussi du poisson. Il est bien entendu toujours possible de suivre les évolutions des quantités produites de blé et de poisson. Supposons donc que ces quantités évoluent de la manière présentée dans le tableau ci-dessous. Entre la période 1 et la période 2, les quantités de blé et de poisson évoluent toutes les deux de 20%. Il semble donc raisonnable de dire que la croissance de l'économie s'établit elle aussi à 20%. Mais, entre la période 2 et la période 3, les quantités de blé et de poisson évoluent différemment, puisque les quantités de blé baissent de 17%, alors que celles de poisson augmentent de 25%. Que dire de la croissance globale? Il pourrait être tentant de considérer les quantités globales produites, mais nous savons depuis l'école primaire qu'additionner des quantités de produits de nature différente n'a pas de sens. On ne peut pas additionner des choux et des carottes. Pour résoudre cette difficulté, les comptables nationaux sont partis de l'équation de base dans le domaine des prix. Valeur égale prix multiplié par quantité. Cette formule est valable pour un produit. Lorsqu'il y a plusieurs produits, la valeur de l'ensemble est la somme des valeurs de chaque produit. On peut l'écrire V égale sigma I PI que multiplie QI. L'indice I désigne ici un produit donné. Pour différencier les périodes, on peut également utiliser un exposant. Par exemple, la valeur à la période 1 s'écrit V1 égale sigma I PI1 que multiplie QI1. Ainsi, à un moment donné, la valeur d'un ensemble de produits dépend à la fois des prix et des quantités. Pour éliminer l'effet des variations de prix, les comptables nationaux utilisent un moyen simple. Ils valorisent les quantités des deux périodes au même prix. Plus précisément, pour comparer deux périodes successives, il valorise les quantités de la deuxième période au prix de la première période.
Les comptables nationaux introduisent ainsi la notion de volume qui peut être définie comme une valeur à prix constant. Ainsi, le volume de l'ensemble des produits à la deuxième période est égal à volume 2 égale sigma i PI1 que multiplie QI2. C'est-à-dire que pour calculer le volume, chaque produit de l'ensemble est valorisé à son prix de la période précédente. Le volume peut être comparé à la valeur de l'ensemble des produits à la période 1 au prix courant, c'est-à-dire au prix de cette même période 1. Puisque le volume à la période 2 et la valeur au prix courant à la période 1 sont évalués en utilisant tous deux les prix de la même période, leur comparaison donne un indicateur synthétique de l'évolution des quantités des différents produits entre les deux périodes. Cet indicateur est indépendant des fluctuations des prix. Reprenons notre exemple précédent. Nous pouvons calculer pour chaque période les valeurs au prix courant, ainsi que, pour les périodes 2 et 3, les valeurs au prix de la période précédente, c'est-à-dire les volumes. Commençons donc par calculer les valeurs au prix courant et au prix de la période précédente pour le blé. Supposons que les quantités et les prix du blé soient connus et donnés par le tableau suivant. Les valeurs courantes sont obtenues en multipliant les quantités par les prix de la période. Ainsi, à la période T1, la valeur courante est égale à 200 fois 10 égale 2000. À la période 2, elle est égale à 240 fois 12 égale 2880. Enfin, à la période 3, la valeur courante du blé est égale à 200 fois 15, c'est-à-dire 3000. Passons maintenant au calcul des valeurs au prix de la période précédente. Pour la première période, on ne connaît pas le prix de la période précédente. Pour la deuxième période, le prix de la période précédente est 10. La valeur au prix de la période précédente est donc 240 fois 10 égale 2400. À la troisième période, le prix de la période précédente est 12. La valeur au prix de la période précédente est donc de 200 fois 12 égale 2400. On refait maintenant le calcul pour le poisson de la même manière. Les quantités et les prix sont donnés dans le tableau suivant. Les valeurs au prix courant et au prix de la période précédente sont alors les suivants. On peut alors faire les totaux pour obtenir les valeurs au prix courant et au prix de la période précédente pour l'ensemble des produits. On obtient pour calculer le taux de croissance de l'économie entre deux périodes, il faut comparer la valeur de la première période au volume de la deuxième, car tous deux ont été évalués au même prix. Par exemple, entre la période 1 et la période 2, il faut comparer 7000 et 8400
ce qui donne un taux de croissance de 20%. Pour calculer le taux de croissance entre la période 2 et la période 3, il faut comparer 9 480 et 10 650, ce qui donne un taux de croissance de 12%. Attention, il faut comparer le volume de l'année considérée à la valeur de l'année précédente. Les erreurs classiques consistent à comparer le volume d'une année à la valeur de cette même année ou de comparer deux volumes successifs. Nous allons maintenant voir comment on peut suivre l'évolution des prix et des volumes en utilisant des indices. Le volume de la production correspond à la valeur qu'aurait eu la production de la période si les prix n'avaient pas changé depuis la période précédente. Cette grandeur n'aurait que peu d'intérêt si elle n'était comparée aux valeurs de l'année précédente. Pour exprimer l'évolution des quantités, la comparaison doit porter sur des évaluations au même prix, c'est-à-dire le volume de la période et la valeur au prix courant de la période précédente. Habituellement, les comptables nationaux utilisent des indices pour exprimer les évolutions. Un indice peut être défini par le rapport entre deux valeurs d'une même grandeur à deux périodes différentes, la période courante et la période de base. Indice égale valeur à la période courante divisé par valeur à la période de base. Le plus souvent, cet indice est multiplié par 100 pour ne pas faire apparaître un trop grand nombre de décimales. Mais cette pratique complique les calculs et l'exposé, si bien que nous ne l'utiliserons que pour présenter les résultats. Un indice de volume est donc obtenu en divisant le volume de la période courante par la valeur au prix courant de la période de base. Indice de volume égale volume de la période courante divisé par valeur de la période précédente au prix courant. Mais les comptes nationaux peuvent être utilisés non seulement pour mesurer la croissance à partir d'indices de volume, mais également pour suivre l'évolution du niveau général des prix. En effet, dans une économie, les prix des produits suivent des évolutions diverses, mais il peut être intéressant, notamment pour les autorités monétaires, de calculer un indice synthétique de prix qui permette d'évaluer l'inflation. Un indice synthétique de prix peut être obtenu en généralisant la relation fondamentale du domaine des prix, c'est-à-dire valeur égale prix multiplié par quantité. Cette relation, qui est vraie pour un produit déterminé, permet, si l'on connaît la valeur et la quantité, d'en déduire le prix. Pour un ensemble de produits, il n'est pas possible d'utiliser directement les quantités, mais il est possible d'utiliser le volume. Aussi, la relation précédente peut-elle être généralisée en remplaçant les quantités par les volumes et en l'exprimant sous la forme d'indice, c'est-à-dire indice de valeur égale
indice de prix multiplié par indice de volume. L'indice de valeur est égal au rapport entre la valeur de la période courante exprimée au prix courant et la valeur de la période de base exprimée au prix de la période de base. Ainsi, si l'on connaît l'indice de valeur et l'indice de volume, il est possible d'en déduire l'indice de prix, c'est-à-dire indice de prix égale indice de valeur divisé par indice de volume. L'indice des prix peut se calculer directement à partir de la valeur de la période au prix courant et du volume, car la valeur de la période précédente au prix courant apparaît au dénominateur à la fois dans l'indice de valeur et dans l'indice de volume. On a donc indice de prix égale valeur au prix courant divisé par volume. La valeur au prix courant et le volume sont ici ceux de la période considérée. Ainsi, si nous reprenons l'exemple du blé et du poisson, les indices de volume et de prix sont les suivants. Pour calculer l'indice de volume à la période 2, il faut diviser le volume de la période 2 par la valeur au prix courant de la période 1, c'est-à-dire 8400 divisé par 7000 égale 1,200. L'indice des prix à la période 2 est égal à la valeur au prix courant à la période 2 divisé par le volume à la période 2, c'est-à-dire 9480 divisé par 8400 égale 1,129. À la période 3, l'indice de volume est égal au volume à la période 3 divisé par la valeur au prix courant de la période 2, c'est-à-dire 10 650 divisé par 9480 égale 1,123. L'indice des prix à la période 3 est égal à la valeur au prix courant à la période 3 divisé par le volume à la période 3, c'est-à-dire 12 000 divisé par 10 650 égale 1,127. Attention! Contrairement à ce que nous avions fait pour le taux de croissance en volume, pour calculer un indice de prix, il faut comparer la valeur et le volume de la même période. Pour un ensemble de produits désignés par l'indice I, nous pouvons calculer des indices de volume et de prix. Nous désignerons pour cela l'exposant 0 pour désigner la période de base et l'exposant 1 pour désigner la période courante. Nous pouvons écrire valeur à la période 1 égale sigma I PI1 que multiplie QI1. Volume à la période 1 égale
sigma i, PI0, que multiplie QI1. Valeur à la période 0 égale sigma i, PI0, que multiplie QI0. L'indice de volume est calculé en divisant la valeur de la période courante calculée au prix de la période précédente par la valeur de la période précédente calculée au prix de la période précédente. C'est-à-dire que l'indice de volume est calculé en figeant les prix dans le calcul des valeurs, les prix de la période précédente ayant été utilisés aussi bien pour le calcul de la valeur courante que pour celui de la période précédente. Indice de volume à la période 1 égale sigma i PI0 que multiplie par QI1 divisé par sigma i PI0 que multiplie QI0. On peut également écrire la formule de la manière suivante en multipliant et en divisant au numérateur chaque terme de la somme par QI0. On obtient indice de volume à la période 1 égale sigma i de PI0 que multiplie QI0 multiplié par QI1 divisé par QI0, le tout divisé par sigma i PI0 que multiplie QI0. Et donc, indice de volume à la période 1 égale sigma i de parenthèse PI0 que multiplie QI0 divisé par sigma i de PI0 que multiplie QI0, fermez la parenthèse, multiplié par QI1 sur QI0. Dans cette dernière formule, QI1 sur QI0 désigne l'indice élémentaire de quantité pour le produit I. Chaque indice élémentaire est multiplié par un coefficient qui représente la part de la valeur du produit I dans l'ensemble des produits à la période de base. Puisque la somme des coefficients est égale à 1, l'indice de volume est la moyenne arithmétique pondérée des indices élémentaires de quantité. Un indice calculé de cette manière est dit un indice de Laspers. Un indice de Laspers est un indice synthétique égal à la moyenne arithmétique des indices élémentaires correspondants pondérés par les valeurs de la période initiale. L'indice de volume calculé au prix de la période précédente est un indice de Laspers. L'indice des prix est calculé par le rapport entre l'indice de valeur et l'indice de volume, c'est-à-dire indice de prix à la période 1 égale valeur à la période 1 divisé par valeur à la période 0, le tout divisé par volume à la période 1 divisé par valeur à la période 0. Et donc, indice de prix à la période 1 égale valeur à la période 1 divisé par volume à la période 1. C'est-à-dire indice des prix égale sigma i PI1 qui multiplie QI1 sur sigma i PI0 qui multiplie QI1. L'indice synthétique des prix
est donc calculé en divisant la valeur de la période courante calculée aux quantités de la période courante par la valeur de la période précédente calculée aux quantités de la période courante. C'est-à-dire que les quantités ont été figées dans la comparaison des deux périodes, les quantités de la période courante ayant été utilisées à la fois pour le calcul de la valeur de la période courante et pour celui de la période précédente. Il est intéressant de considérer l'inverse de cet indice, c'est-à-dire 1 sur indice de prix égale sigma i PI 0 que multiplie QI1 divisé par sigma i PI1 que multiplie QI1. Au numérateur, on peut multiplier et diviser chaque terme de la somme par PI1. On obtient et donc PI0 sur PI1 désigne l'inverse de l'indice élémentaire de prix pour le produit I. Chaque inverse d'indice élémentaire est multiplié par un coefficient qui représente la part de la valeur du produit I dans la valeur de l'ensemble des produits à la période courante. Puisque la somme des coefficients est égale à 1, l'inverse de l'indice de prix est la moyenne des inverses des indices élémentaires de prix. Un indice calculé de cette manière est dit un indice de Pasch. L'indice de Pasch est un indice synthétique égal à la moyenne harmonique des indices élémentaires correspondants pondérés par les valeurs de la période finale, c'est-à-dire que l'inverse de l'indice de Pasch est la moyenne arithmétique pondérée des inverses des indices élémentaires. L'indice synthétique des prix associé à l'indice de volume calculé au prix de l'année précédente est un indice de Pasch. Les indices de Laspers et de Pasch ont en commun d'être très sensibles à la structure des valeurs à l'une des deux périodes, c'est-à-dire à la période de base pour l'indice de Laspers, à la période courante pour l'indice de Pasch. Lorsque ces deux périodes sont éloignées dans le temps, ces deux structures peuvent être très différentes, ce qui pose des problèmes. Ainsi, pour comparer les volumes et les prix sur de longues périodes, les comptables nationaux utilisent les indices chaînes. Un indice chaîne de volume est calculé à partir des indices de volume de chaque période au prix de l'année précédente et est défini comme le produit de ces indices sur l'ensemble de la période. Il est possible de calculer des volumes à partir des indices chaînes en multipliant la valeur de la période de base par l'indice chaîne de volume. Le problème avec les volumes obtenus de cette façon est que, contrairement aux valeurs calculées au prix de l'année précédente, ils ne respectent pas l'équilibre des comptes. Pour le montrer, reprenons notre exemple et supposons que le blé et le poisson sont produits dans le pays, que le blé est exporté et que le poisson est une consommation finale des ménages. On peut établir le compte de biens et services au prix de l'année précédente, ainsi que le montre le tableau suivant. Commençons par la production. Les valeurs au prix courant et les valeurs au prix de l'année précédente sont les données de notre exemple.
On en déduit l'indice de volume au prix N-1. Pour la période T2, il est égal à la valeur au prix de l'année précédente à la période T2 divisé par la valeur au prix courant à la période T1, c'est-à-dire 8400 divisé par 7000 égale 1,200. À la période T3, l'indice de volume au prix N-1 est égal à 10 650 divisé par 9 480 égale 1,1234. Pour calculer l'indice de volume chaîné pour la période T3, on multiplie l'indice de volume de la période T2 par celui de la période T3, c'est-à-dire 1,200 multiplié par 1,1234 égale 1,3481. Pour calculer le volume chaîné, on multiplie la valeur au prix courant de la période de base, c'est-à-dire T1, par l'indice chaîné de la période T3. On obtient 7000 que multiplie 1,3481. On recommence ces mêmes opérations pour la consommation finale et les exportations. Le total des emplois de la production est la somme de la consommation finale et des exportations. Si le compte est équilibré, il doit être égal à la production. On peut vérifier que l'équilibre du compte de biens et services est bien respecté au prix de l'année précédente pour les périodes T2 et T3, c'est-à-dire que la production est bien la somme de la consommation finale et des exportations. On constate cependant que le compte de biens et services en volume, calculé à partir de l'indice chaîne, n'est pas équilibré, car il existe un écart entre la somme des ressources et celle des emplois. On peut alors décider soit de garder ce déséquilibre, soit de le résorber en utilisant une méthode mathématique. Nous allons maintenant introduire une notion qui joue un grand rôle en comptabilité nationale, c'est-à-dire la notion de produit homogène.
En comptabilité nationale, une notion extrêmement importante est la notion de produit homogène. Un produit est homogène si toutes ses unités peuvent être considérées comme équivalentes. Par exemple, une variété de pommes vendue au kilo est homogène si l'on peut considérer qu'il n'y a pas de différence significative entre deux lots de pommes d'1 kilo et que l'on peut échanger l'un contre l'autre. La notion de produit homogène est fondamentale parce qu'il n'est possible d'attribuer un prix unique à un produit que pour des produits homogènes. En effet, dans une économie de marché, si deux unités d'un produit sont considérées équivalentes, elles doivent avoir le même prix. Ce prix, qui est commun à l'ensemble de ces unités, peut alors être attribué au produit lui-même. En revanche, si deux unités d'un produit ne sont pas équivalentes, elles peuvent être vendues à des prix différents. Il n'est plus possible d'attribuer un prix unique au produit. On doit alors considérer les deux unités comme appartenant à deux produits différents. Une autre manière de dire que deux unités de produits sont équivalentes est de dire qu'elles ont la même qualité. Ainsi, un produit homogène est constitué d'unités de même qualité. Cela implique que si deux unités sont de qualité différentes, elles doivent être considérées comme appartenant à deux produits homogènes différents. Notons que, en comptabilité nationale, le mot « qualité » n'implique aucun jugement de valeur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise qualité. Il y a simplement des produits de différentes qualités. Dans le monde réel, la concurrence est rarement parfaite. Il est donc possible que deux unités d'un même produit, considérées comme équivalentes par les clients, soient en fait vendues à des prix différents. Par exemple, il est habituel de voir un même produit vendu dans deux points de vente différents, sous des conditions identiques, mais à des prix différents, simplement parce que les clients ont leurs habitudes et ne vérifient pas régulièrement le prix de tous les produits dans les différents points de vente. Le critère du prix unique n'est donc pas toujours pertinent pour déterminer si un produit est homogène ou non. En fait, les comptables nationaux se réfèrent à la situation de concurrence parfaite. Un produit homogène est alors un produit dont toutes les unités sont considérées équivalentes et qui serait vendu au même prix si la concurrence était parfaite. Ainsi, lorsque deux unités sont vendues à des prix différents, mais auraient été vendues au même prix si la concurrence avait été parfaite, elles sont considérées appartenir au même produit homogène. Dans ce cas, le prix du produit homogène est défini comme le prix moyen de ces unités. Concrètement, la comptabilité nationale considère qu'un produit n'est pas homogène lorsque les différences de prix entre ces unités proviennent des facteurs suivants: les caractéristiques physiques, les lieux de livraison différents, les moments de livraison différents dans la journée ou l'année, les différences au niveau des conditions de vente ou encore au niveau des circonstances ou du cadre dans lequel sont fournis les biens ou services. En effet, tous ces cas peuvent correspondre à des prix différents, et cela même en situation de concurrence parfaite. Des différences dans ces facteurs correspondent ainsi à des produits homogènes différents. Inversement,
lorsque la différence de prix s'explique par un manque d'information, une discrimination limitant la liberté de choix des acheteurs, l'existence d'un marché parallèle, on ne considérera qu'un seul produit homogène dont le prix sera calculé par une moyenne. Dans toutes les circonstances, la comptabilité nationale attribue un prix et un seul à chaque produit homogène. Les produits homogènes n'existent habituellement pas naturellement, mais ils sont le résultat d'un processus de standardisation. Ce processus garantit au produit un certain nombre de caractéristiques qui le définissent. Par exemple, les fruits peuvent être vendus par variété, comme la pomme Golden ou la pomme Gala, mais aussi par provenance, par taille, etc. L'important, tant pour le vendeur que pour l'acheteur, est que le produit soit suffisamment homogène pour qu'il ne soit pas nécessaire de discuter le prix de chaque pomme séparément. La standardisation est extrêmement importante pour le comptable national, car c'est elle qui permet le suivi de l'évolution des prix au cours du temps. En effet, supposons que l'on cherche à mesurer l'évolution du prix des pommes en un an en comparant les prix de septembre 2018 à ceux de septembre 2017. Cette comparaison ne peut se faire que pour des pommes de même qualité, car on ne peut comparer une pomme Golden de 2017 à une pomme Gala de 2018. Mais comment peut-on s'assurer que les pommes dont on relève le prix en 2018 sont bien de la même qualité que celles dont on a relevé les prix en 2017? Une vérification directe est impossible, car les pommes de 2017 n'existent plus en 2018. La comparaison n'est rendue possible que par le processus de standardisation qui définit et maintient au cours du temps les caractéristiques précises des produits commercialisés. En fait, il serait impossible de mesurer l'évolution des prix, et donc de calculer des taux de croissance en volume, si la standardisation n'existait pas. Le problème, c'est que tous les produits ne font pas l'objet d'un processus de standardisation. Nous allons voir maintenant les problèmes que posent aux comptables nationaux l'apparition de nouveaux produits. En pratique, les produits sont trop nombreux pour que les comptables nationaux puissent mesurer l'évolution des prix de chacun d'eux. Ils vont donc regrouper les produits présentant des caractéristiques proches en utilisant des nomenclatures de produits. Au sein de chaque classe de la nomenclature, ils vont sélectionner un échantillon de produits homogènes définis par leurs caractéristiques et vont en suivre l'évolution des prix. Ils pourront ainsi calculer un indice des prix et en déduire un indice de volume s'ils disposent d'un indice de valeur. En procédant ainsi, ils supposent que l'évolution des prix des produits qu'ils ne suivent pas est parallèle à celle des produits qu'ils suivent.
Cette hypothèse s'appuie sur le fait que les prix des produits sont largement déterminés par leurs coûts et que ceux-ci évoluent sous l'influence de facteurs qui, comme les salaires, sont communs à l'ensemble des produits d'une même classe de la nomenclature. Un indice de volume retrace en fait non seulement l'évolution des quantités, mais aussi un effet de structure. Ainsi, dans l'exemple suivant, on considère deux variétés de pommes, la Golden et la Gala, dont les prix sont différents, mais qui restent stables d'une période à l'autre. Aux deux périodes, le prix de la Golden est de 10 et celui de la Gala est de 15. À la première période, la quantité de Golden est de 20 et celle de Gala est de 10. À la deuxième période, c'est le contraire. La quantité de Golden est de 10 et celle de Gala est de 20. Globalement, la quantité de pommes est restée égale à 30, mais la proportion des deux variétés a changé. L'indice de volume des pommes entre les deux périodes est égal au volume des pommes à la période T2 divisé par leur valeur à la période T1. Comme le prix des pommes n'a pas changé, le volume des pommes à la période T2 est aussi égal à leur valeur. L'indice de volume est donc égal à 400 divisé par 350 égale 1,14. La croissance du volume provient d'un effet de structure, puisque ni les prix ni les quantités globales n'ont changé. La valeur s'est accrue uniquement parce que la proportion de la variété de pommes la plus chère a augmenté. Cet effet de structure est souvent qualifié d'effet qualité, ce qui nous amène à préciser le sens que les comptables nationaux donnent au mot qualité. En comptabilité nationale, le terme qualité ne renvoie pas à un jugement de valeur, mais correspond à une extension de la notion de variété. Par exemple, le mot pomme est un terme générique qui désigne certains fruits. La Golden et la Gala sont deux variétés de pommes aux caractéristiques bien définies. La comptabilité nationale va aller plus loin et tenir compte des autres facteurs physiques comme la taille, la couleur, ainsi que des lieux, des moments de livraison et des différences dans les conditions de vente, c'est-à-dire de l'ensemble des facteurs qui sont susceptibles d'influer sur le prix du produit. Très souvent, l'effet qualité provient non seulement d'une modification de la composition en produits homogènes existants, mais également de l'apparition de nouveaux produits. L'apparition de nouveaux produits pose un problème important. En effet, le calcul du volume nécessite de connaître les prix de la période précédente. Or, pour les nouveaux produits, ils n'existent pas. Il est donc impossible d'appliquer rigoureusement la méthode de calcul du volume. C'est un problème d'autant plus important qu'il apparaît chaque jour de nouveaux produits. En fait, dans la plupart des cas, les comptables nationaux ne s'en préoccupent pas. En effet, ils calculent un indice de prix à partir d'un échantillon de produits et en déduisent un indice de volume. En procédant ainsi, ils font comme si les prix des nouveaux produits évoluaient comme l'indice des prix. Cette méthode de calcul
est cependant remise en cause pour certains produits, comme les ordinateurs, dont les caractéristiques évoluent très rapidement. Dans ce cas, les comptables nationaux utilisent les indices de prix hédoniques. Les prix hédoniques ont été créés à l'origine pour déterminer le prix des biens immobiliers à partir de leurs caractéristiques. En effet, il est rare de trouver deux biens immobiliers identiques, si bien qu'une méthode intéressante pour évaluer le prix d'un bien particulier est de le déterminer à partir de ses caractéristiques, comme sa superficie, le nombre de pièces, son emplacement, etc. Un modèle économétrique permet alors de calculer le prix auquel un logement particulier peut être vendu. Cette méthode a été reprise pour évaluer le prix des nouveaux produits à la période précédente. Par exemple, supposons que le prix d'un ordinateur soit déterminé à partir de la vitesse de son microprocesseur et de la capacité de son disque dur. Les méthodes économétriques permettent de reconstituer le prix de tout ordinateur à la période précédente à partir de ses caractéristiques et donc de calculer le prix qu'aurait eu à la période précédente un ordinateur qui n'est apparu qu'à la période courante. Il est dès lors possible de calculer un indice de prix et de l'utiliser pour déterminer un indice de volume. Comme dans le cas des ordinateurs, les indices de prix hédoniques font souvent apparaître des baisses de prix beaucoup plus importantes que la méthode habituelle et se traduisent donc par une croissance en volume beaucoup plus importante. On peut cependant se poser la question de la signification réelle des résultats obtenus par cette méthode. En effet, l'amélioration des performances des ordinateurs n'est pas ressentie de la même manière par tous les utilisateurs. Par exemple, un accroissement de la vitesse du microprocesseur sera ressenti beaucoup plus favorablement par celui qui fait du traitement d'image que par celui qui se contente d'un simple traitement de texte. Les services non marchands, c'est-à-dire l'essentiel des services publics et des services rendus par les institutions sans but lucratif, se caractérisent par le fait qu'ils sont mis à la disposition des usagers gratuitement ou à un prix non significatif car largement inférieur à leur coût de production. Dans ces conditions, il n'est pas possible de leur associer directement des prix. De plus, il est souvent très difficile de définir des unités de quantité pour ces services. Par exemple, peut-on simplement définir des indices de quantité
pour les services de défense nationale ou de police. La méthode exposée précédemment pour le calcul du volume de la production ne peut donc s'appliquer directement car elle suppose l'existence de quantités et de prix significatifs. Dans un premier temps, les comptables nationaux se sont donc orientés vers d'autres solutions. La première méthode s'appuie sur le fait que la valeur de la production des services non marchands est évaluée par la somme des coûts de production, c'est-à-dire la somme de la consommation intermédiaire, de la rémunération des salariés, des autres impôts moins subventions sur la production et de la consommation de capital fixe. Le volume de la production des services non marchands est calculé en divisant chaque élément du coût de la production par un indice de prix correspondant, c'est-à-dire que les coûts de production sont évalués au prix de l'année précédente. Cette méthode de calcul du volume est la méthode input. Un exemple de méthode input est donné dans le tableau suivant. La méthode input présente l'inconvénient majeur de ne faire apparaître aucune évolution significative de la productivité. En effet, la mesure la plus courante de la productivité consiste à diviser le volume de la valeur ajoutée par le nombre d'heures travaillées. Or, la majeure partie de la valeur ajoutée des services publics est constituée de la rémunération des salariés, si bien que l'évolution de la valeur ajoutée reste quasiment parallèle à celle des salaires, et ceci aussi bien au prix constant qu'au prix courant. Dans ces conditions, si l'adoption de la méthode input pour les services publics permet de résoudre le problème du calcul du volume de la production, elle n'est d'aucune utilité pour la mesure de la productivité. Pire, en supposant que les gains de productivité sont toujours nuls pour les services publics, elle pèse à la baisse sur la mesure de l'évolution des gains de productivité de l'économie nationale considérée dans son ensemble. Pour remédier à l'impossibilité de mesurer la productivité avec la méthode input, une autre méthode de calcul du volume a été développée. Elle repose sur la possibilité de définir des unités de quantité dans certains domaines des services publics. Deux types de services publics ont été distingués: les services publics collectifs et les services individuels. Les services collectifs sont fournis simultanément à tous les membres de la communauté ou d'un de ces groupes. Ils comprennent par exemple les services de défense, de police et de justice. Ils se caractérisent notamment par le fait que leur fourniture à un individu ne réduit pas les quantités disponibles pour les autres individus. Au contraire, les services individuels sont acquis par les ménages dans le but de satisfaire les besoins de leurs membres, leur acquisition par un ménage excluant toute possibilité d'acquisition par d'autres ménages. Pour les services collectifs, il a été décidé de continuer, au moins dans un premier temps, d'appliquer la méthode input, car la définition d'indicateurs de quantité pour ces services soulève trop de problèmes. L'une des principales difficultés relevées par les comptables nationaux réside dans le caractère préventif des services collectifs. Le but de la police est la prévention des crimes, celui de l'armée la prévention de la guerre. Il apparaît dès lors difficile d'associer des quantités à ces services. Pour les services individuels,
Des unités de quantité ont été définies pour les services d'éducation et de santé. Ces unités sont définies à un niveau fin de la nomenclature d'activité, les principaux étant le nombre d'heures de cours suivis par les élèves dans le domaine de l'éducation et le nombre de traitements dispensés aux patients dans le cas des services de santé. Dès lors que l'on a défini des unités de quantité pour ces services, il suffit de déterminer des prix pour pouvoir appliquer la méthode de calcul du volume. Pour cela, il est possible de raisonner par analogie avec le secteur marchand. Dans le domaine marchand, le prix d'un produit représente la quantité de monnaie que les consommateurs acceptent de dépenser pour acquérir une unité du produit. Dans le secteur non marchand, le coût unitaire d'un service correspond à la quantité de monnaie que les citoyens acceptent collectivement de dépenser pour acquérir ce produit. Ainsi, de ce point de vue, les coûts unitaires des services non marchands peuvent être considérés comme leur prix. Puisque nous disposons de quantité et de prix, il est possible de calculer le volume de la production des services non marchands, de l'éducation et de la santé en pondérant les quantités produites de chaque service par le coût. Cette méthode de calcul direct du volume à partir des unités de quantité et des prix est connue sous le nom de méthode output.